Donc, pendant que les problèmes techniques se règlent, je voudrais donc introduire cette 4e table ronde et vous dire mon plaisir d'avoir ici Frances Morris, qu'il est difficile d'introduire rapidement, mais vous savez sans doute qu'elle est depuis très longtemps à la Tate Modern, quand elle a été conservatrice, puis directrice des expositions, puis directrice des collections avant de diriger depuis 2016 la Tate Modern, et qu'elle a fait un travail absolument formidable d'acquisition d'œuvres d'artistes femmes, ce qui lui a permis, lors de la réouverture de la Tate Modern en 2016, de montrer une proportion jusque-là absolument inégalée d'artistes femmes dans les collections, si bien que cette présentation était pour la première fois paritaire, ce qui est extrêmement rare dans les musées d'art moderne et contemporain aujourd'hui. Frances Morris a été aussi commissaire de nombreuses expositions d'artistes hommes et d'artistes femmes, dont je citerai quelques-unes une fois que j'aurai mis mes lunettes. Louise Bourgeois en 2007, Yayoi Kusama en 2012 et Agnès Martin en 2015, pour n'en citer que quelques-unes. Donc une grande experte des artistes femmes, mais aussi une des personnes qui a le plus d'expérience à la fois de la direction des musées, mais aussi de leur transformation. Une femme qui n'a peur de rien et qui a donc mis en œuvre quelque chose de très efficace et qui est vraiment un modèle pour beaucoup d'entre nous, puisque tu as réussi, Frances, à transformer non seulement les collections, mais aussi les manières d'exposer ces collections, et aussi une articulation nouvelle entre collection et exposition. Et pendant ce temps-là, donc peut-être que pendant que la technique se met en place, j'en profite pour introduire les deux autres panélistes. Dans l'ordre d'apparition, Sabine Cazenave, conservateur en chef au musée d'Orsay, qui avant a dirigé le musée d'Amiens, et qui va vous parler d'un projet là aussi tout à fait exceptionnel qu'elle nous livre un peu en avant-première. Qui sont des recherches menées actuellement par le musée d'Orsay, à la fois sur leur collection d'artistes femmes et sur la manière d'exposer ces artistes femmes, aussi bien à Paris que dans certains musées en province, en région. Donc c'est quelque chose là aussi de tout à fait nouveau, unique et je pense pionnier dans le domaine, d'une part, et d'autre part Annabelle Ténez, qui dirige les abattoirs de Toulouse ainsi que le FRAC d'Occitanie. Donc une double casquette qui lui permet de travailler aussi bien sur des collections d'art contemporain que sur leur exposition, d'ailleurs contemporain et XXe siècle, et qui auparavant était directrice du Centre d'art contemporain de Rochechouart, musée d'art contemporain de Rochechouart, où elle a fait notamment 2 expositions collectives d'artistes femmes, l'Iris de Lucie sur des artistes africaines et Peindre dit-elle sur des peintres. Ainsi que travailler sur l'acquisition de nombreuses aussi d'artistes femmes pour ce musée. Et donc là aussi une expérience tout à fait unique et intéressante qui a associé acquisition et exposition. Donc je pense que ça va être une table ronde tout à fait passionnante quand on réussira à avoir des images. Et maybe Frances, you want to start talking and maybe the images will follow. Hopefully. I don't know. What do you think? Do you think they're coming? You think it's going to work? Well, you can start talking, maybe. I don't know. Sure. Yeah, I suppose so. My images are my lifeline. Okay. But I can talk. It's a pleasure to be here. I'm going to speak in English, but I will try and speak quite slowly and in a very simple way. So what I won't do is read my paper, because maybe it's too complicated. But if anybody would like to have a copy, I have a longer paper, longer than the paper that you have. So just let me know, or Sylvain, and I can maybe distribute that. When Sylvain asked me how we had
made the radical changes at Tate Modern that we have made, my immediate response, as he suggested, was that we just did it. But of course there is a history to that decision. And the history goes back many decades. When I first joined the Tate, at the end of the 1980s, the collection of foreign art, which had been started in 1917, was a very parochial affair, very limited in scope, and it was formed around the model that Alfred Barr had set out for the Museum of Modern Art. So it was a narrative of modernism, structured around the key isms that we're very familiar with. And shortly before I joined the museum, we published our first catalogue of the collection. And my predecessor, as the director of the collection, was very proud and announced in the essay that Tate's collection represented all the main tendencies in the history of art and all the major figures. There were 400 artists in that volume. 16 of them were women. So I arrived at a time when the museum was very conservative, but the art world in London, in Paris, was very radical. It was almost the second wave of feminism. There was a community of very dynamic female artists in the UK. It was the beginning of the YBAs, Tracy Emin, Sarah Lucas, very prominent, Rachel Whiteread. And it was also a moment when there was a beginning of real engagement with a community of artists of colour who were claiming their territory and their history. So there was a big disconnect between the very old-fashioned museum, built on the sort of temple model of Tate, and the reality of contemporary practice. And as a young curator coming into the organisation, that felt to me, very kind of schizophrenic. At the beginning of the 90s, as a museum, we took a decision that we needed to expand, purely because the collection was growing, artists were making bigger work, and there was a shift in the kind of ideology of the museum, all museums, from being places where you came and saw things and learnt things, to places where you could participate in different ways. So the beginnings of museum learning programs. So there were a number of reasons that Tate needed to expand. And of course we looked to models like Pompidou Centre, full of people and multiple activities. So in 1992, a colleague of mine, a very dynamic curator who had been the director of Tate Liverpool, was commissioned to write a policy report on what would a new Tate look like. And he talked to all the curators and to many artists, and he came up with what now seems like an incredible report. And in that report, and I have a quote, he set out a different model. So very specifically, he acknowledged that the Barr model, the Alfred Barr model, the MoMA template, was now no longer useful, and he argued for a postmodernist position, as he called it, that substantial art status, so importance, should be given to art outside the narrow modernist canon. And he cited especially traditional art. I suppose he meant popular art, art brut, and by work by previously discarded groups. Women, some Europeans, I don't know what that meant, maybe Eastern Europeans, and third world artists. And this seems a kind of old-fashioned way of saying it, but in 1992,
internally, this was never shared with the public. This was like a wow moment. Somebody is saying inside the organisation that we have to make a radical shift. So right inside in the curators in my generation, there was this excitement that we could kind of do things differently. And so at the end of the 90s, we had this very strange period where we were doing really interesting conversations and brainstorms and studies and mapping of what does a museum look like for the 21st century. And that was behind the scenes. But if you went into our galleries, it was an entirely white, male, kind of canonical history. So when we celebrated the centenary in 1997, and the senior team selected 100 works to celebrate 100 years of Tate, they selected 2 women. So in 1997, I was appointed with Ivona Blaswick and Carol Howell, both very distinguished institutional directors now, to be the project team to conceive of what would the museum of the 21st century look like. And after a lot of thinking, 2 years, we had 2 years of planning, we adopted what is now known as a sort of thematic display. In a nutshell, what we did is we took chronology away. We got rid of chronology. And in its place, we had 4 suites of galleries, each one that looked at the 100 years of modern and contemporary art, but not through the lens of linear narrative art history. So we overnight kind of got rid of all the things that were getting in the way of bringing a more diverse voices into the displays, because in place of the traditional categories of movement or style or nation, but no displays of French art, no displays of surrealism, no displays of formal abstraction. We were able to combine works from different places at different geographies and with different temporalities. And some people loved it, most people hated it. But in retrospect, it was a very, very significant paradigm shift in the organisation. And we have never gone back to chronology. Because although for many people coming to the museum with a kind of knowledge, their knowledge was a kind of canonical knowledge, and they weren't finding affirmation of their understanding of history, but they were asking lots of questions. Of course, we were working at that time still with this collection, which was very white, European, North American, male. So it was a collection. The collection itself had been constructed along the bar model. So when we opened Tate Modern, the next task was to begin to acquire work that we could bring into the displays that would actually be the contents to explore the richer stories, the many histories, the different histories, the micro-histories, the different typologies. So from 2001, when we started an initiative to acquire work from Latin America, until 2012, when we began our last initiative, this time to acquire African art, we had over a decade of incrementally expanding the remit, the geographical remit of the collection. And we did that by building our expertise. So we sent curators abroad. Some people put up their hands and said, I want to do the Middle East. Other people said, Africa. And we also made some appointments. And when we didn't have the right expertise, we
instituted a system of having adjunct curators, so people living abroad who would advise us. And we also found about, over the course of 10 years, about 500 collectors from around the world. One of our former supporters is here today, to support us financially in that endeavour. Now, I'm not talking an awful lot about gender, and the reason I'm not talking an awful lot about gender is that although I believe personally, passionately in parity, for me, the decision to address gender was bound up quite closely with the decision to represent diversity. So it wasn't just about differencing the collection in terms of gender, it was about opening up the collection to a much more complex and nuanced sense of the history of art. And in doing that, we took our cue from contemporary practice. And this seems to me really important, because what we were doing was we were recognising that at the beginning of the 21st century, art is truly global. It's not everywhere, but it's not defined by geography. So great art, really interesting art, is coming from multiple parts of the world, multiple centres. And many of those centres we used to call peripheries, but they're really strong areas of practice. And that practice is really interesting across genders and races, and in terms of different media. So all those old categories no longer make great sense. So we were asking our contemporary curators to seek out the most interesting and relevant work, and suddenly they weren't looking at painting any longer. They were looking at live art, they were looking at performance, they were looking at video, they were looking at photography, they were looking at installation, many things we had not traditionally acquired. And as a result of that, many of those artists just were women, because we were looking at areas that had not been privileged by the history of art, so outside the mainstream, and for reasons that I'm sure you're all familiar with, during the course of many decades and centuries, women have tended to find their comfort zone in terms of art, or tended to thrive outside the mainstream. One example, Annie Albers. We opened last night a big Annie Albers exhibition at Tate Modern. Annie Albers arguably changed the course of history for weavers, for people who work with the loom. Fantastically important artist, designer, writer, teacher. She wanted to be a painter. She joined the Bauhaus in, I think, 2019. It is right at the beginning of the Bauhaus. And Gropius would not allow her to join the painting classes because she was a woman. So she became a weaver. She became incredibly adept. She took the Bauhaus into weaving, experimentation, innovation. She broke the rules. But it's only almost a century after the founding of the Bauhaus that we now respect her practice on a par with painting. We do, the marketplace doesn't yet. So this way of diversifying the collection naturally threw up as we looked abroad, as we walked outside the rule book, and we shut the door on the kind of conventions. We discovered generations of really interesting female artists. And so in the course of 10, 15 years, we have built up a very good representation of women practitioners from across Eastern Europe, from South Asia, from Africa, from the Middle East, from Latin America. And one of the interesting things is that many of their practices speak to each other, because of course networks are as old as trade routes in the history of art.
And this idea of the network being more important than the nation, the national boundary, or the style category, is helping us find our direction moving forward. I had lots of images to show you, but maybe it's better, because you're running out of time, to keep it very simple anyway. So thinking outside the canon has opened the door to a very diverse cohort of women's practice. It's not just about adding women to the stories that we already know. It's not just about building gender parity and surrealism, or making minimalism, inventing a female component to minimalism, because most of these things, in the time frames that they're written about, were initiated by groups of men, because women weren't allowed into the room. So you can only allow women into the room if you change the framework, you change the historical time frame, you change the network. So even now, 18 years on from 2000, we have our new Tate Modern. 2 years ago, we opened a bigger building, and we completely reinstalled the collection. Even 18 years on, we still have not really gone back to the canon. We have more nuanced approach to history now, that we acknowledge that there are networks in time and place, but they are expanded histories. Alongside that, and I think one of the things that Sylvain asked me to do was to try and say how positive it has been, or what have been the positive outcomes about thinking about gender. And for me, one of the really positive outcomes is that for a museum like Tate Modern, which was historically completely confined to showing painting, sculpture, and works on paper, we were very old-fashioned. It was a very, very narrow collection. No architecture, no design, no theatre. But because of the emphasis on the work of women, we now have a very strong interface with design and a very, very rich collection of work made with textiles. Because some of the most innovative practitioners of the 20th century working textiles were women. So 10 years ago, we acquired 5 extraordinary works by Magdalena Abakanowicz. It was the first major commitment to Eastern Europe in our collection, and it just so happened the first major commitment to fibre art. That has been followed by artists like Sheila Hicks, Lenore Tawney, the great American fibre artist who influenced Agnes Martin, by Olga de Amaral, and by many others. Speaking of a very rich, very global history in the 60s and 70s, which of course is reflected very powerfully today in the practice of mid-career artists like Lenore Antunes. And all that history is embedded in the work of somebody like Annie Albers. 10 years ago, to have made an exhibition at Tate focusing on a female practitioner from the Bauhaus who never made a painting in her life would have been unthinkable. But the focus on gender has brought us into a much richer and diverse story, literally pushing out the kind of metaphorical walls of the museum. The other area that has been very strongly impacted by a commitment to gender is, of course, the way that we engage with people. Because from the 60s and 70s onwards, women were absolutely pioneers in relation to performance art, live art, social engagement, social activism. And in relation to the Contemporary Museum, this is not my PowerPoint. I can see it's very diverse. I think it's coming. It's coming. It's too late. Maybe too late. And does your
the computer is playing, so. Maybe I should stop there. No, please continue. It's good. But the other point that I would go on to make is that, as I said, 1992, we had this internal commitment, secret. In 2012, how long ago is that? 20 years later? 20 years. Tate made a commitment at trustee level, so that's like a kind of a promise that you could find it online somewhere, is in the public domain, towards gender and racial diversity. So it's taken 20 years it took 20 years from the initial inception of the idea curatorially to it becoming official policy that we would articulate a sense of parity and diversity. And that now, across the whole organisation, is having an impact not just on the collection, but on, in a way, everything that we do, the entire content of the museum, and the way we communicate and reach out to audiences, the voice we use, the welcome we offer. And within that, the role of women's activism from the 60s and 70s onwards is becoming increasingly providing an interface, a really interesting interface between collecting activities, actions and live events in the galleries, and the audience out there. So we've just opened last week a project with Tania Bruguera, the Cuban social activist artist, who was already in the collection since 2012, one in a long line of activist artists who we have collected. I think of Joan Jonas, Anna Mendieta, many others. And the project that Tania Bruguera has been doing with us is unique because it's the first time that we've ever worked with an artist and a community group to create a project in the museum. And one of the things that you're looking at there, not listening to me. We can do both. We're art historians. Sort of use listening. I could do a performance. It's good listening to you anyway. One of the things that Tania Bruguera, amazing artist, she's comes from a history. Only the first page. Shall I go through them quickly? Let me go through the pictures quickly. I will hardly any commentary. That's the old Tate. That's Alfred Barr. This is the old Tate hang with no women in it, 1992. The year we took this decision to become postmodern. This is the document, our centenary top 100. There's Tate Modern, before it opened. And this is the opening displays at Tate Modern with the 4 different thematic suites: history, memory, society, nude, action, body, still life, object, real life, landscape, matter, environment. Each one spanning a century. Louise Bourgeois, symbolic salute to a great female artist, as old as the century, the oldest of young, the youngest of old. So that was like a manifesto when we opened. And then this other manifesto about global. Our first exhibition, Century City, looked at the modern metropolis across the course of the 20th century in 9 cities, including Lagos,
Mumbai, Rio, and Tokyo. So not just Paris, Berlin, New York. Very important. So the collection we built from NATO to a kind of scattered world. And then these are some of the artists. I talked about fibre art. Magdalena Abakanowicz, Marilena Mukherjee, who I visited in Delhi. She told me how much she owed to Magdalena Abakanowicz's work. She'd never met her, but had seen it in the catalogues of the Lausanne biennials. Lenore Tawney, Louise Bourgeois' neighbour, one of the artists that Annie Albers cited as part of her legacy. Lenore Atunes, Caroline Akentry, so the younger generation. This connection between what's happening now and how you rethink history, to me, is very important. And the connection between the collection, the work we buy, and then the exhibitions we do. So there's this real interconnection. I talked about the commitment in 2012 from our trustees to diversity. This is it. The Tate today announced it is going global in a dramatic extension of its mission to expand horizons beyond Europe and North America. Okay, that was in the Evening Standard, popular paper, 12 years after we had started it. So you don't make these things too public before you know you can do it. Then our new building, the Blavatnik building, which again, as director, you can say these things. I just said to my colleagues, right, 50% women. No discussion. So we have these fantastic rooms of great new Jane Alexander from South Africa, Sheila Gowda from Bangalore, Anna Lupash from Cluj in Romania, Rebecca Horn. I mean, just glorious, astonishing artists who changed history. And I talked about how you change the time frame, how you switch the focus from the ism to something different. Here is minimalism, as we once did it in 2006. Utterly male, there's Morris and Andre. This is the Boys Club, New York, 1969. Suddenly, here's a much bigger, more generous understanding of the relationship between object and space, as told by artists in Latin America, Eastern Europe, in London, in Beirut, and many of them are women. A connected, joined-up story. And a story that continues. It didn't end when it did. So Lydia Clark is seen as crucial to that history. Marisa Mertz, crucial. Mary Martin, hugely underlooked, underappreciated British artists. Yayoi Kusama, Charlotte Poznanska, Ronnie Horn, and so on. This is the old pop art. Pop art, invented by Leo Castelli in a commercial gallery in New York. But pop was global. It was capitalist and it was communist. It was artists across the world looking at commercial imagery and doing things with it. And some of those great artists were female. Beatrice Gonzalez, look at her, fantastic work. And they were also non-Western. Just two examples of how we've stretched, pulled and pushed history to offer a different account of artists whose interests are networked. These are some pie charts, which still horrify me because actually it takes many, many years to change a collection statistically. But don't think about statistics, I think about visibility. If you have 70,000 objects in your collection, even if you buy 70 artists in a year, it's going to have hardly an impact. So actually the difference between 2009 and 2018 has been marginal. Very briefly, just to show you a bit of the new building, this commitment to 50-50, but also finally, after many years, we're using the word feminism. No more isms, but feminism does have a place. That's a personal indulgence, because I was once criticised for never using the word feminism. So we are looking at activism of a number of different types, and feminism is one of them. And there it is. Great Barbara Kruger down at the bottom there. Then I mentioned this interest in performance alive, where women have really, really pioneered from the early 1970s, that first wave of radical feminism onwards.
many of those female artists working in new media and often working with communities in a very socially engaged practice. So people like Suzanne Lacey, whose work is a performance and performative, Anna Mendieta, Neil Yalta, and again, a very diverse range geographically from different origins, and Joan Jonas, whose work we showed last year. And finally, again, thinking all of that as a lens into contemporary practice, Tania Bruguera, whose commission we opened last week. And I wanted to end on Tania Bruguera because museums they're contained within walls, but ultimately our impact is beyond the walls. And if we're not making an impact beyond the walls, and if we're not porous, we're not effective. And Tania Bruguera is the first artist to occupy our Turbine Hall who has worked with a group of external people, a group of residents. She's an activist, they are activists, and they include people who've been extremely critical of Tate in the past. So we opened ourselves up to them, and I can only say with a degree of trepidation, because because we like to question our own actions, and we like to develop from within. But when faced with people from outside who say, you are guilty, you're not doing this, you don't represent us, you're in a difficult situation. But with Tania Bruguera, that was the situation that we accepted. It was her terms for coming to work with us. So working with this group of neighbours, she came up with a number of demands. And one of the things she wanted to do, or they wanted to do, in acknowledgement of the fact that we claim at Tate to be a global and a local museum. And for me, that's incredibly important, that you can have a local community and you can have a global reach. But they called my bluff. I don't know whether that's a French expression. They tripped me up. They said, okay, so you're a local museum and you have one building named after Len Blavatnik, a Russian billionaire. We want you to name your other building after a local person, after an activist in the local community. So the Boiler House at Tate Modern, which is the original building, is now known as the Natalie Bell Building. And it honours an extraordinary, totally ordinary person. Second generation immigrant who lives and works in the neighbourhood and who runs a youth centre and supports young people who are at risk. And she was voted for this accolade by the local community. And there she is in the middle of the picture with Tania Bruguera. But I wanted to show you that because museums evolve, and over my period at Tate Modern, we have given women a platform there. We have given artists and invited artists from many parts of the world in. We have changed the medias that we represent, but we're actually now beginning to change the kind of social constituency of the organisation. And it seems to me powerfully symbolic for women. For generations, we have not been recognised in statues, apart from Queen Victoria, and streets are not named after us, and buildings are not named after us, and we are nobody. But actually, we are all extraordinary, ordinary people. So Natalie Bell is a powerful symbol of what I believe Tate Modern is about, and I think of what museums should be about. And she's a woman. Thank you. Thank you so much for this very inspiring dance talk. Even with the technical difficulties we encountered, it was even better because we really listened to you for a long time. And then I'll give, je vais donner le micro à Sabine puis Annabelle, en sachant que nous sommes évidemment assez en retard et que donc je serai assez stricte sur le temps de parole. On va essayer de faire au mieux. Donc j'aimerais bénéficier de l'antériorité de la Tate, mais malheureusement je vais vous parler d'un projet à venir, donc je n'ai pas d'image vraiment à vous montrer, j'en ai envoyé quelques-unes mais ça n'a pas tellement d'intérêt. Je vais vous parler d'un projet qui va débuter, enfin qui a déjà débuté au musée d'Orsay,
qui, comme vous le savez, sous l'impulsion de Laurence Descartes et de Sylvie Patry, réaccroche l'entièreté de ses collections actuellement. Et donc, dans ce cadre, nous avons proposé un projet, Leïla Jarboué et moi-même, que les femmes soient davantage représentées dans cet accrochage. Et on initie un projet pour les 4 ans à venir, dont je peux vous exposer 2 jalons. Le premier jalon, c'est l'exposition Berthe Morisot l'année prochaine, en 2019. Et le dernier jalon, ce serait l'exposition Céline Lagarde, qui est une artiste photographe, qui aurait lieu en 21-22. Et entre ces 2 jalons, notre idée est d'essayer de faire ce qu'a fait Aware pour le 20e, c'est-à-dire de faire un travail de corpus de femmes actives au 19e siècle, corpus qui à l'heure actuelle est absolument pas réuni et dont les collections présentes à Orsay ne sont qu'un pâle reflet. Voilà. Donc le constat, nous l'avons fait, on va dire, Leïla depuis son arrivée à Orsay et moi-même depuis 2 ans, à savoir que effectivement, au XIXe siècle, on assiste à un essor de professionnalisation des femmes artistes dans le dernier quart du XIXe siècle, et on assiste à la naissance d'une réception critique des artistes femmes, avant même que l'école des beaux-arts ouvre effectivement une place aux femmes. Et on va dire que nous, on a décidé de commencer en 1848, parce qu'on va commencer bien sûr avec Rosa Bonheur, mais on va dire qu'à partir de 1870, effectivement, on voit une accélération se faire. Et on va s'arrêter en 1914 pour effectivement que le relais soit pris effectivement par le Musée national d'art moderne et par Aware. Et on va essayer d'embarquer dans notre histoire les artistes femmes dont on pourrait trouver des témoignages au Louvre. Donc l'idée, c'est que le constat actuel, on va dire, au musée d'Orsay, j'ai essayé de répondre à l'ensemble des questions qui nous étaient posées dans le colloque, c'est selon ce dont on parle, c'est-à-dire si on parle de peinture et de sculpture, c'est-à-dire genre considéré majeur à l'époque dans les collections, on parle de 2% à partir à peu près des collections. Si on englobe des genres qui aujourd'hui sont considérés au même titre que ces genres majeurs, mais qui étaient considérés comme mineurs à l'époque, on doit arriver à peu près à une dizaine de pourcents de collections. Alors, il y a plusieurs, effectivement, il y a plusieurs raisons à cela. Certaines œuvres sont entrées dans les collections du Luxembourg et effectivement nous ont été, je précise évidemment, transmises via le Louvre lors de la préfiguration du musée d'Orsay, dont je rappelle qu'il n'a ouvert qu'en 1986. Donc il y a une histoire de ces constitutions de ces collections qui explique aussi de grands pans de blanc. La deuxième raison, c'est que les quelques rares œuvres qui ont été achetées à des femmes pour le musée du Luxembourg ou ont été achetées sur les salons ont été envoyées à l'époque dans des musées de région. Et depuis 2002, ces musées de région, et tant mieux pour eux, sont propriétaires de ces collections. Et donc elles ne sont évidemment pas dans les collections d'Orsay. Voilà. Et en plus, on a beaucoup d'œuvres qui sont entrées au Luxembourg dans la section art décoratif et domaine dans lequel pouvaient s'exprimer davantage les femmes. Art du feu, tissage, peinture de miniature, genre qui était évidemment très peu considéré à l'époque et dont la visibilité dans les collections est voilà, proche du zéro pointé. Mais ces collections existent. Donc, en fait, ces femmes aussi, elles répondaient davantage à des préoccupations économiques. Et il ne faut quand même pas oublier qu'effectivement, elles ont eu du mal à s'émanciper de cette question d'un travail rémunérateur
certainement davantage que les hommes, qui peignaient aussi sur éventail, même certains fameux. Voilà. Donc, l'idée, ce serait effectivement d'extraire de nos collections des œuvres phares qui, aujourd'hui, ne sont pas montrées, et de faire un parcours au sein de nos collections, en contrepoint de l'accrochage à Berthe Morisot, au sein même des collections, et de donner par une signalétique particulière, comme un peu on l'a fait pour le parcours Luxembourg cette année, je ne sais pas si certains l'ont vu, en éventuellement faisant une commande à une artiste femme designer, pourquoi pas, donner une visibilité particulière dans le parcours ordinaire des collections permanentes du musée d'Orsay à ces femmes qui aujourd'hui sont extrêmement peu montrées. Et de comparer des chefs-d'œuvre de femmes à des chefs-d'œuvre d'hommes. Parce qu'effectivement, on a des chefs-d'œuvre d'hommes, mais on a aussi des chefs-d'œuvre de femmes. Voilà. Je pense que, si vous voulez, compte tenu, si on arrive à la voir, parce qu'elle est beaucoup plus souvent prêtée qu'exposée dans nos collections, si la loge aux Italiens d'Eva González est là, je ne vois vraiment pas pourquoi on ne pourrait pas la montrer effectivement à l'égal des œuvres contemporaines des hommes qui se trouvent dans la collection, dans ce que nous appelons la section du Petit Boulevard. Voilà. Donc, de donner une visibilité, on pense qu'on doit arriver à montrer au moins une œuvre de femme par salle, au moins une. Évidemment, on doit pouvoir arriver à mettre en avant certaines figures qui aujourd'hui sont vraiment... le public lambda ne peut pas repérer qu'il s'agit d'œuvres de femmes. Vous allez lui dire que pourquoi pas. Voilà. Donc on va essayer aussi, au travers de ce parcours, de tisser une approche de la réception critique de ces œuvres à l'époque. Et effectivement, des critiques de ces œuvres par des hommes et par des femmes, puisqu'on voit à la même époque l'émergence de la critique des femmes par les femmes, notamment au travers de la presse féminine et de la presse de mode. Et enfin, en contrepoint de ce parcours dans les collections, nous aimerions faire une salle dédiée qui permette de se rendre compte à quel point, finalement, le contexte sociologique et les injonctions contradictoires qui étaient faites à ces femmes, la manière dont étaient acquises les œuvres pour le Luxembourg, la manière dont étaient enseignées ces femmes par rapport à la manière dont étaient enseignés les hommes, ne permettait pas, effectivement, ou permettait moins l'émergence de figures. Et que néanmoins, certaines figures ont émergé. Nous aimerions croiser cette approche avec une approche qui nous semble très importante, une approche territoriale, parce qu'effectivement, tout dépend, pour émerger au plan de la création, tout dépend où on se trouve. Effectivement, si on se trouve à Paris, ce n'est pas la même chose que si on se trouve dans une capitale de région au XIXe siècle. Et puis, croiser ça aussi avec une histoire de classe, puisque on est en train d'étudier aussi certains mouvements du point de vue de leur naissance et de leur naissance sociologique. Là, on ne peut pas parler de la naissance d'une figure de femme au sein du mouvement impressionniste, par exemple, ou au sein du mouvement Nabi, des confraternités artistiques symbolistes à la fin du siècle, comme on va parler de l'émergence d'une femme au sein du courant naturaliste, par exemple, puisque le courant naturaliste, homme compris, n'a pas du tout été considéré de la même manière par l'histoire, puisqu'on a considéré évidemment l'histoire de l'art du point de vue d'avant-garde. Voilà, donc on a tout un travail à faire qui va durer 4 ans et dont le contrepoint en région permettrait de faire émerger des corpus de femmes qui ont été envoyées dès leur achat au salon, chez nos confrères, dont Rouen, chez nos confrères en région. Donc on est en train aujourd'hui d'identifier en France
l'ensemble des corpus de femmes pour construire une base de données qui permettra de faire émerger ces femmes inconnues ou peu connues, qui ont été très actives dans le domaine des arts décoratifs, puisque évidemment il y a lieu aussi de décroiser et de reconsidérer des genres qui étaient considérés comme mineurs, mais on peut avoir des œuvres majeures dans des genres mineurs et des œuvres mineures dans des genres majeurs. Donc voilà, on veut vraiment retravailler cette question en allant réinterroger avec nos confrères de région l'ensemble des corpus de femmes répartis sur notre territoire. Et bien sûr, nous allons travailler aussi sur la question de l'enseignement, puisque ça nous permettra effectivement d'avoir une perspective au moins européenne, avec les artistes qui venaient étudier à l'Académie Julian à Paris et qui nous permettront effectivement d'avoir une ouverture sur le contexte européen. Voilà, donc c'est un travail un petit peu de longue haleine, mais effectivement nous pensons que entre le moment où nous allons l'initier, c'est-à-dire l'exposition Berthe Morisot en 2019, et le moment où nous allons le clore, nous serons en mesure de compléter le travail remarquable qui est fait pour le XXe siècle par Ware pour notre période qui est située entre 1848 et 1910-14, voilà, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Voilà. Donc, je pense n'avoir rien oublié. Effectivement, le problème de l'acquisition et du rattrapage de tout ce qui n'aura pas été acheté est un problème extrêmement complexe. Je suis en train de dresser une historiographie de l'entrée des femmes dans les collections d'Orsay. Donc, Rosa Bonheur et Marcello sont rentrées avant 1800, enfin, entre 1849 et 1870, ce sont les seules. Et ensuite, les seules femmes qui sont entrées, c'est grâce aux dons qu'elles ont fait elles-mêmes ou que leurs familles ont fait au musée d'Orsay. Et inutile de vous dire que, vous voyez, par exemple, le premier Berthe Morisot qui rentre en 1894, c'est un don. Voilà. Donc rattraper ça, c'est extrêmement difficile. Pour les artistes, c'est plus difficile pour les artistes très connus que pour le travail d'inventeur que l'on fait pour certains artistes méconnus dans les territoires. Voilà. Et donc nous allons essayer de le mener. Merci Sabine de nous avoir livré en avant-première les résultats du début de résultats de ce projet. Et je passe maintenant la parole à Annabelle Ténès qui va nous parler de son expérience, alors plutôt art contemporain au XXe siècle, à la fois aux abattoirs et à Rochechouart. Bonjour à vous tous. Merci pour ces interventions inspirantes. Donc, je vais parler d'une expérience bien plus modeste que celle de la Tate. Mais je pense que c'est important de se dire que dans chacune des collections, quel que soit le format de nos collections, c'est important de le dire, c'est-à-dire que je pense qu'on vient de parler de deux grandes institutions, la Tate et le musée d'Orsay, mais je pense que ces questions-là, ces enjeux-là, ils sont applicables à tous les formats de collection et qui sont adaptables partout. Donc moi j'ai parlé à partir de deux expériences que j'ai eues et je voudrais souligner ce que je crois que c'est Émilie Robb qui l'a dit ce matin. Au cours de mes études, comme on est à peu près de la même génération, moi non plus on ne m'a jamais parlé de la question des artistes femmes, ni de la question de la diversité, ni de la question de l'ouverture. Et je dois dire qu'il m'a fallu du coup un petit moment, en tout cas sortir des études et ma première expérience au musée Picasso pour appliquer réellement ces questions-là. Et surtout, pour moi, la grande idée à laquelle il faut tordre le cou, et que je répète sans cesse, c'est lorsque l'on vous dit il y a moins d'artistes femmes dans les collections, c'est parce que c'est l'histoire de l'art. Les questions étaient comme ça. C'est un enjeu de qualité. Alors, évidemment, on sait très bien que
on ne peut pas parler de la même chose sur toutes les périodes, qu'on n'a pas accès à l'enseignement sur toutes les périodes, etc. Mais sur l'histoire du XXe siècle, il n'est pas possible de dire il n'y a pas d'égalité dans les collections pour la raison de la qualité. Le vrai enjeu n'est pas la qualité, c'est l'information. Car si on se met à chercher, on s'aperçoit que quel que soit le genre, ou quel que soit le pays, parce qu'on dit aussi qu'il y a des grands centres, des petits centres, si on cherche, si on trouve l'information, évidemment, elle est moins facile à trouver pour les femmes, elle est moins facile à trouver pour certains pays, mais on voit bien qu'aujourd'hui, l'ensemble des musées font ce travail. À partir du moment où on a l'information, et on remonte ces informations, on voit bien que la qualité, elle existe ailleurs. Et cet argument de la qualité, de ce récit de l'histoire de l'art, c'est pendant longtemps ce qui a fait qu'on est resté dans une domination masculine et blanche. Donc je pense que cet enjeu-là, parce que je l'entends encore régulièrement, il est faux. Et donc je vais parler de deux expériences que j'ai eues, parce que ce sont des expériences qui s'appuient sur des collections qui sont somme toute récentes. Donc la première, c'est celle du musée d'art contemporain de Rochechouart, que j'ai dirigée entre 2006 et 2012. Je veux bien qu'on revienne sur la toute première image, qui est un musée qui donc naît en 1985, qui a environ 300-400 œuvres de collection, mais avec des acquisitions parfaites, entre guillemets, et beaucoup d'expositions de femmes. Donc on pourrait se dire qu'un musée comme celui-là, qui est un musée exemplaire, qui a fait des expositions d'Annette Messager, de Marinette Koueko, de Kiki Smith, a une parité de collection, surtout qu'elle a des œuvres très fortes d'artistes femmes. Et bien lorsqu'on fait le compte, on est à 25% quand même. Et pour le cas des abattoirs, qui est une collection un musée qui ouvre en 2000, mais qui se bâtit, donc que je dirige depuis 2 ans, mais qui se bâtit à partir de différents types de collections. Donc la collection de la ville, initialement, donc qui est sortie du musée des Beaux-Arts pour la partie XXe siècle, la collection du FRAC, puisque les abattoirs ont la spécificité de réunir le FRAC Occitanie-Toulouse, plus le musée, et bien donc plus donc un certain nombre de fonds de collectionneurs privés, donc notamment le fonds dépôt de Daniel Cordier, le don d'Anthony Denet. On pourrait se dire qu'on est dans des collections aussi récentes, donc qui doivent être plutôt aussi à parité. Et en fait, les chiffres, c'est sur la partie contemporaine 24%, sur la partie historique, c'est-à-dire la partie historique, je dirais les années 50 à 70, on est à 8%. Donc on voit bien que le basculement de ces fameux 25%, il existe véritablement pour les collections bâties à partir de la fin des années 80, début des années 90. Avant, il n'existe pas. Donc pour moi, la question j'ai relié la question des expositions et des collections dans cette présentation, parce qu'en fait, en faisant ce bilan, je me suis aperçue que la majorité des expositions d'artistes femmes historiques que j'ai faites, elles sont venues au départ d'acquisitions et non pas l'inverse. On a souvent l'habitude de dire que les acquisitions viennent après les collections, et en fait, dans le cas de ces artistes historiques, ce n'était pas le cas. Donc ici, vous reconnaissez Caroline Schneemann à droite. Et bien en fait, l'idée de faire une exposition avec Caroline Schneemann, elle est venue de l'acquisition de cette œuvre à gauche, qui s'appelle Terminal Velocity, et qui est une œuvre qu'elle a réalisée de très très grand format, puisqu'elle fait plus de 3 mètres, juste après le 11 septembre. Et donc en fait, mon expérience, cette courte expérience avec des collections, c'est aussi que pour arriver à féminiser ou à diversifier la collection, il ne faut pas se battre contre la réalité de cette collection. Quand je dis qu'il ne faut pas se battre contre la réalité de cette collection, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut s'appuyer sur sa réalité thématique ou constitutive. Donc dans le cas de Rochechouart, la collection, elle est surtout centrée sur l'histoire et le paysage, du fait que c'est un musée qui est dans un château, en plein cœur de la campagne. Donc, si vous achetez sans vous mettre dans ces grands thèmes-là, alors que tout le monde a suivi ces grands thèmes-là, vous n'arrivez plus à écrire votre collection permanente ou à la modifier. Donc, au départ, je suis allée voir Caroline Schneemann pour acheter cette œuvre qui est à gauche. Et en fait, à chaque fois en allant voir ces femmes et en faisant cette acquisition, pour moi, ce sont des femmes que j'admire, qui sont des grandes figures, et bien régulièrement, je me suis aperçue qu'en fait, elles n'avaient pas de projet. Donc c'est comme ça qu'on a enchaîné les projets. Donc je veux bien qu'on passe à l'image suivante. Et en fait, dans la discussion avec Caroline Schneemann,
il y a plusieurs choses qui sont apparues. C'est notamment que les artistes dites féministes, tout à l'heure, on a demandé à Esther Ferrer qu'est-ce que l'art féministe. Moi, souvent, je dis, mon point de vue à moi est de l'activisme curatorial féministe, d'accord, mais ça ne veut pas dire que les artistes que j'expose se revendiquent comme féministes. Et donc, cette question-là, pour Caroline Schneemann, c'était d'une certaine manière, en faisant ce travail de recherche autour de Terminal Velocity, elle, en fait, a travaillé sur la question de la paix et de l'œuvre d'histoire, de la peinture d'histoire, de qu'est-ce que c'est faire une œuvre d'histoire aujourd'hui, notamment en passant par le multimédia, la télévision, etc. Mais le fait qu'elle soit revendiquée dans les livres d'histoire comme féministe fait que toute cette partie-là de son travail est égommée. Donc l'idée, c'est non seulement de mettre ces femmes en avant, mais aussi de ne pas les cantonner au cliché du féminin. C'est-à-dire, une œuvre de femme ne devrait parler que de la question des femmes. Donc c'est comme ça qu'est parti, donc ça c'était la première année à Rochechouart, ce débat sur les femmes. Et je dois dire que chacune de mes évolutions de réflexion ou de l'équipe des musées avec lesquels j'ai travaillé est venue souvent de ces discussions avec les artistes. Tout à l'heure, on parlait de qu'est-ce qui choque et ce qui ne choque pas. Emma, tu avais fait allusion à ça. Je me souviens très bien d'avoir dit à l'équipe de médiation à l'époque, il faudra beaucoup qu'on discute autour de Terminal Velocity, ça risque de choquer les gens, les morts du 11 septembre, etc. Et ils m'ont dit, et je les vois me regarder d'un air un peu navré, ils m'ont dit non, ce qui va poser problème, c'est Midjoy. C'est Midjoy parce que la question de la mort, de l'événement historique, ça ne posera pas de problème. Les gens vont discuter, mais ça ne posera pas de problème. Ce qui va poser problème, c'est de voir des gens heureux dans une attitude qui pourrait sembler sexuelle. Donc l'œuvre des années 60 est plus choquante que l'œuvre récente. Et c'est exactement ce qui est arrivé. On veut bien qu'on passe à l'image suivante. Donc ça, c'est la première phrase extraite d'une citation de Louise Bourgeois qui a servi de point de départ à un projet qui s'appelait Peindre, dit-elle. Donc je veux bien qu'on passe à la deuxième image parce que c'est un projet qui a lieu à deux étapes. Donc en fait au départ c'est une exposition qui pour moi a beaucoup modifié ma manière de travailler puisque ça venait de l'idée du constat qu'il y avait beaucoup d'artistes femmes jeunes qui faisaient de la peinture à ce moment-là en France, et avec une amie critique d'art, Julie Crène, on s'apercevait qu'on se donnait beaucoup de noms comme ça. Donc on s'est dit, bon, donc il y a quelque chose, on va faire un panorama, et puis on va regarder ce qui se passe. Et j'avoue que, naïvement, je ne pensais jamais qu'on aurait les réactions qu'on a eues à l'époque. Donc je vais en passer un certain nombre, qu'on ne croirait pas aujourd'hui, et surtout qui serait... Je pense que depuis l'affaire Weinstein, on ne pourrait plus les dire. Est-ce qu'il faut greffer un vagin pour exposer à Rochechouart, vous allez faire les post-études d'1,80 m, etc. Un discours qu'on n'entend plus et en fait qu'on entend quand même. D'autant plus quand vous êtes deux jeunes femmes faisant une exposition. C'est plus facile de vous faire la leçon. Et aussi que c'était une exposition datée, que c'était plus un enjeu, etc. Donc par contre, ce qui est très intéressant, c'est que ces expositions, une nouvelle fois, de scènes, en tout cas de regroupement d'artistes, elles font beaucoup évoluer la pensée, c'est pour ça aussi et elles font beaucoup évoluer l'information. Donc d'une première exposition à 20 personnes, on est passé 2 ans plus tard à une exposition à 40 artistes, parce qu'en fait, quand on a fait l'exposition, d'un seul coup, tout le monde nous a envoyé l'information, et du coup on a repéré des tas d'artistes qu'on n'avait pas repérés avant. D'où la deuxième étape, et on pourrait faire ce projet de manière exponentielle, mais en même temps, l'idée aussi, c'est que ces artistes-là, ça, c'est une discussion que j'avais eue avec une artiste à propos de l'après Elle Centre Pompidou, parce qu'on a tous été un peu des bébés dans ma génération Elle Centre Pompidou, et c'est une artiste qui me disait attention, Annabelle, de ne pas faire d'expo alibi. C'est-à-dire l'expo alibi, c'est l'expo quota, donc en fait, on a fait un certain nombre d'artistes. Or, l'étape suivante, c'est pas se dire c'est bon, c'est fait, c'est les entrées en collection et les expositions monographiques. Donc par exemple, la semaine dernière, on a fait un bilan on a fait une table ronde avec 3 des artistes qui étaient dans le projet initial à 19 personnes, parce qu'elles seront 3 à avoir une exposition monographique dans l'actuel printemps-septembre, donc le festival d'art visuel à Toulouse. Alors, je veux bien qu'on passe sur la suivante. Donc du coup, un an plus tard, on a fait l'Iris de Lucie, donc 25 artistes femmes africaines, et je dois dire que c'est un projet qui a été initié par un homme, et qui vient indirectement du projet Caroline Schneemann, puisque c'est le Musée de Léon avec qui nous avions échangé l'exposition Caroline Schneemann, qui est venu me voir avec ce projet.
Et là, moi-même, je me suis dit, ah, mais j'ai déjà fait peindre dit-elle, donc les gens vont me cataloguer. Je me suis dit, ça y est, moi aussi, je tombe dans l'expo Alibi. Et donc, au contraire, faisons-la. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important, puisque c'est des expositions de scène. Mais je dois dire que, comme pour Dans peindre dit-elle, il y a un certain nombre d'œuvres qui étaient dans ces expositions-là, qui sont entrées en collection publique. Donc, notamment l'œuvre de Zulira Bouabdella qu'on voit en bas. En fait, l'Iris de Lucie, c'était l'idée qui était que, en fait, quel est le genre le moins regardé? C'est la femme. Quel est le continent le moins regardé? C'est l'Afrique. Quelle est la personne qui est considérée comme la grand-mère de l'humanité? C'est Lucie. Or, c'est le genre et le continent le moins montré. Donc, par contre, une nouvelle fois, comme pour l'exposition précédente, l'idée était vraiment de montrer ces artistes-là, leur travail pour une question de visibilité et pas forcément de le centrer sur le féminin, même si la question du féminin ressortait. Et ces deux projets-là ont donc abouti à d'autres projets qui ont suivi, puisque plusieurs des artistes ensuite ont été invités dans des conférences, des acquisitions, etc. Donc ensuite, je passe et juste pour vous dire, je n'ai pas fait que des expositions à Libye, parce qu'en même temps, on a fait l'exposition Elodie Le Sourd et Laure Prouveau, donc on avait en même temps des projets monographiques avec des artistes femmes, mais on avait aussi des projets monographiques avec des artistes hommes. Donc pour moi, c'est une expérience, ces 4 ans-là, et surtout toutes ces discussions d'exposition de scène, qui ont beaucoup marqué la manière dont, après, lorsque j'ai pris la direction des abattoirs, j'ai retravaillé la question de la collection. Donc je veux bien qu'on passe à la suivante. Donc en fait, je me suis dit, les abattoirs, qu'est-ce que c'est le fond principal? Et je pense que c'est pour ça que cette question de l'analyse du fond, il est important, puisque si vous ne vous basez pas sur ça, tout ce que vous achèterez, en fait, vous ne montrerez pas en collection permanente. Donc du coup, le fond historique de les abattoirs, la question c'était, c'est bourré de peintures abstraites, gestuelles, masculines. Donc l'idée était d'en trouver un contrepoint et aussi de se dire comment est-ce qu'on achète des femmes pour compléter ou pour modifier cette collection de ces fameux 8%. Donc parmi les artistes que j'ai acquis depuis ces 2 ans, donc Caroline Schneemann, avec l'idée d'avoir une œuvre récente qui est aussi sur la question de la kinetic painting, donc c'est-à-dire la peinture dans l'espace n'est pas forcément de la peinture, c'est de la vidéo qui s'étale dans l'espace. Je finis, j'ai 2 minutes, je vais dire je finis. Donc Judith Reigel. Et donc cet exemple-là, les 2-3 exemples qu'on peut passer très vite, c'est que en fait, dans ces questions de la parité, je me suis posé plusieurs questions. C'est d'abord, ces artistes femmes, elles ont des carrières longues. Donc l'idée, c'est que chacune de ces artistes femmes que j'ai acquises depuis, j'ai acheté une œuvre historique, années 60, années 50, et une œuvre récente, où elles nous ont été déposées par certains des artistes aussi. Donc Judith Reigel, on a choisi une œuvre des années 60 et une œuvre de 2000. Si on peut passer à la suivante. Pour ici, également, cette fois-ci, on est parti de la collection des abattoirs pour faire une exposition d'une artiste femme qui n'avait pas eu d'exposition en musée depuis presque 30 ans et qui est décédée 15 jours et qui est décédée quand même 15 jours après le début de l'exposition. C'est ça aussi à montrer des artistes âgés qui n'ont pas été. Si on passe sur la suivante, donc pour Liliana Porter, on a fait la même chose, acheter une œuvre du début des années 70, et si on passe à la suivante, une œuvre récente, puisque ne pas oublier qu'elles sont des carrières longues, et on a fait la même chose pour Jacqueline Desyoung, donc œuvre suivante, une œuvre des années 60, puis une puis une œuvre de 2017. Donc en fait, aujourd'hui on expose Jacqueline Desyoung une nouvelle fois. Jacqueline Desyoung, c'est une artiste situationniste, une des 2 seules femmes du mouvement situationniste, la seule à avoir fait une revue situationniste en langue anglaise. Elle a produit depuis plus de 50 ans, et les 3/4 des gens viennent me dire « mais qui est cette femme qui fait de la peinture incroyable que tu exposes ?» Donc ça, c'est la réalité, et je vais finir sur plusieurs questions. C'est que sur cette question de la parité, pour moi, il y a plusieurs enjeux. C'est-à-dire que, est-ce que la parité de nombre est une parité efficace? Parce qu'on peut très bien montrer 10 artistes hommes, 10 artistes femmes, mais montrer 10 petites œuvres d'artistes femmes. Quelle est la part de la parité économique?
puisque sur la collection contemporaine et comme sur la collection historique, nous avons fait le choix d'acquérir à parité, de ne pas forcément être dans une période de rattrapage et de n'acheter que des femmes, ce qui est le choix d'autres de mes collègues. Mais qu'est-ce que c'est aussi que la parité économique, sachant que peut-être qu'on achète plus de femmes, mais en fait la somme est bien moindre que lorsqu'on fait un achat d'hommes. Et qu'est-ce que c'est aussi la parité dans l'espace d'exposition, puisqu'en fait, l'idée, ça peut être aussi, peut-être que lorsqu'on ne peut pas montrer une parité en termes de nombre, c'est peut-être de montrer des installations plus grandes. C'est aussi ça. C'est ce que nous, on avait fait comme choix pour l'exposition sur la scène colombienne. On ne pouvait pas arriver à la parité numérique, mais on peut arriver à la parité de superficie. Donc tous ces enjeux-là, ils sont importants, et aussi accompagner tout ce travail de collection d'un point de vue sur les cartels. Je raconte juste une anecdote, mais je pense que vous pouvez la faire dans beaucoup de vos musées. C'est que lorsqu'on a fait l'exposition autour du nouveau réalisme, on s'est aperçu de bonne foi que dans les cartels, il y avait marqué que Niki Saint-Phal était l'épouse de Jean Tinguely et pas la réciproque. Donc ce travail-là, il se fait non seulement dans la constitution de la collection, mais aussi dans comment on présente la collection et aussi comment on l'accompagne. Et le chemin est encore un peu long. Merci Annabelle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, Eric. Moi, je veux bien poser la question de la qualité exprès pour réagir, évidemment. Simplement... Je sais bien que c'est une question non, mais simplement pour dire que un des soucis qu'on rencontre quand on remonte dans les périodes historiques, c'est la question de la présence effective des femmes à la fois dans le monde de l'art de manière explicite et dans le travail artistique possible. Je veux dire par là qu'on voit très bien, par exemple, et ça a des effets éventuellement en termes de qualité. Toute l'admiration que je peux avoir pour Lee Krasner, par exemple, n'empêche pas que le fait qu'elle se soit littéralement sacrifiée pour la carrière de Jackson Pollock pendant un certain nombre d'années, a eu un effet sur son travail. A eu un effet à un certain moment qui n'est pas celui d'une absence de développement, mais celui d'une forme de mise de côté. Et je le dis aussi en pensant, j'ai récemment vu, je racontais ça à Camille Morino, un petit film où on voit Jouja Antaille, qui est la femme de Simon Antaille, qui est interviewée, et elle raconte comment, le jour où elle a rencontré, elle était peintre, elle était à l'école des Beaux-Arts, à Budapest. Elle était considérée comme la meilleure de sa promotion, elle avait eu un prix, etc. Elle a rencontré Simon Antaille, elle est tombée amoureuse de lui, et à ce moment-là, il n'y avait pas de discussion. Elle s'est arrêtée de travailler, elle est toujours vivante, et elle s'est arrêtée de travailler une fois pour tous. Et cette question-là, il me semble qu'à un certain moment, je ne suis pas, enfin vous comprenez que je ne suis pas du tout en train de dire que la qualité serait moindre ou quoi que ce soit. Je suis juste en train de dire qu'il y a des conditions concrètes de travail qui me semblent devoir être prises en compte et que je n'ai pas trouvé encore de solution, y compris comme historien de l'art et dans les commissariats d'exposition ou autres que j'ai pu faire, qui permettent, pour des périodes historiques plus reculées, de totalement les traiter. Enfin, ou de les traiter autrement que comme un problème. Et qu'un des soucis que je peux avoir par ailleurs, c'est qu'à trop se préoccuper de la représentation de telle ou telle catégorie, on oublie ce qu'on a devant soi. Et donc je suis très sensible, par exemple, à ce que vous avez dit sur la question de la taille, pas être dans des quotas uniquement, enfin pas être dans des quotas, être sur cette question de la visibilité en tant que telle. Il y a un type de format qui est permis de façon plus forte. Alors, dans ce que disait Francis Morris, il y a une chose qui est intéressante, c'est que du coup, on peut d'une certaine manière en sortir en sortant des médiums canoniques, et donc en ayant une situation d'élargissement maximal. Mais à un moment, là encore, il me semble que quand on regarde les choses sur le passé,
on va aboutir à des situations qui sont des situations de difficulté en termes de quelque chose qu'on est obligé d'appeler la qualité parce que le contexte s'oppose à ce qu'il y ait une production qui puisse être de qualité exacte. Je ne sais pas si... J'ai pas de solution. Philosophique, je pense qu'on n'a pas le temps d'y répondre malheureusement. Non, mais je suis d'accord. Voilà, mais je pense que c'est un sujet et que malheureusement on va laisser leave the floor to the next one. Sorry guys. Merci pour ta question, Eric. On va y réfléchir collectivement et on y répondra. Ah, parce qu'on n'y a pas de réfléchir, on n'y réfléchit pas. Non, mais c'est une bonne question, mais j'ai des éléments de réponse, mais on n'a pas le temps. On peut aussi enlever quelques œuvres Adrien, de nos cinéastes. parce qu'il est notre, on est bien d'accord. Notre prochain modérateur est appelé, ainsi que ses intervenants. On peut enlever plein d'œuvres d'hommes. Œuvres médiocres de... On peut plein.